L'agression russe contre l'Ukraine, la cohésion vacillante de l'OTAN, le désengagement des États-Unis de leur rôle de puissance protectrice. Le monde est-il en train de dérailler? La sécurité de l'Europe est en péril et sa défense mise à l'épreuve. Et sur tout le continent, un vieux débat refait surface. Je ne serais pas pour le service militaire obligatoire si j'étais convaincu qu'on pouvait faire sans. Commencez par le volontariat. Soyez ouverts et créatifs. Une chose est sûre, l'Europe doit pouvoir se défendre. Et pour ça, elle a besoin d'une force de frappe efficace. Est-ce possible sur la base du volontariat? Ou faut-il imposer le service militaire? Je m'appelle Berthold Meyer, je suis professeur de psychologie et je me passionne pour les grandes questions qui agitent aujourd'hui le monde scientifique et la société. Dans cette caserne, la Blücher-Kaserne de Berlin, on a formé des centaines de conscrits chaque année. En 2011, le service militaire obligatoire a été suspendu en Allemagne, comme il l'avait été en France dès 1997. Il était impensable que l'Europe connaisse une nouvelle guerre. Aujourd'hui, plus tant que ça. En France, en Allemagne et dans le reste de l'Europe, des questions qui semblent d'un autre âge s'opposent à nouveau. Sommes-nous aptes à la guerre? Devons-nous renforcer notre défense? Faut-il à nouveau obliger les jeunes à servir sous les armes? Ou doit-on s'en remettre à leur volonté de défendre l'Europe si le pire advenait? Je vais en discuter avec deux chercheurs qui ont des avis divergents. Mais je vais les interroger séparément pour me faire ma propre idée sur la question. Monsieur Zensburg, merci d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes le président de l'Association des réservistes. Quel souvenir vous gardez de votre propre service militaire? Est-ce que ça vous a dérangé d'y être contraint? À vrai dire, oui. Je le dis très sincèrement. Je ne voulais pas faire mon service. Je voulais faire des études de droit. Mais le bureau de recrutement local m'a dit « Si, tu y vas ». Alors j'ai dû y aller. Et je me suis dit, puisque je dois rejoindre l'armée, autant suivre la formation pour devenir officier de réserve. C'est ce que j'ai fait et je suis resté. Sceptique au départ, j'en suis donc arrivé à me dire, finalement, c'est pas si grave. Patrick Zensburg est professeur de droit administratif et européen à l'École supérieure de la police et de l'administration publique de Cologne. Il est aussi président de l'Association des réservistes de la Bundeswehr et ancien député. De son point de vue, la conscription est indispensable pour assurer la défense de l'Allemagne. Quand la conscription a été abolie en 2011, vous étiez député et vous vous y êtes vivement opposé. Pourquoi? Je ne serais pas pour le service militaire obligatoire si j'étais convaincu qu'on pouvait faire sans. Or, je n'en suis pas sûr. Bâtir une armée fondée sur la conscription, avec des missions cohérentes pour les appeler, ça prend du temps. Si on interrompait ce système, il serait extrêmement difficile de le reconstruire, que ça demanderait beaucoup de temps. Voilà ce que j'ai dit en 2011. Et aussi qu'on ne savait pas d'où viendraient les menaces 5, 10, 15 ans plus tard. Et que si on n'avait plus ce système, il faudrait le rétablir, ce qui ne serait pas simple. On n'aurait pas besoin plutôt d'une grande armée de volontaires? On aimerait bien disposer d'une telle armée. Mais ça fait des décennies qu'on ne parvient pas à en constituer une. On compte actuellement 180 000 militaires et les effectifs tendent à diminuer. Cette force active à elle seule ne suffit pas à dissuader durablement un quelconque ennemi de nous attaquer. Or, la notion de durée est importante. Regardez la guerre en Ukraine qui dure depuis maintenant 3 ans. On a donc besoin d'une population civile qui ait, à minima, une formation militaire de base. Ce raisonnement n'est absolument pas nouveau. Différentes formes d'obligations militaires existaient déjà dans l'Antiquité. Dans l'ancienne Babylone, dans la Chine de la dynastie Qin, dans les légions de l'Empire romain. Dans l'Europe médiévale, le service de guerre relève des obligations féodales. Les serfs doivent combattre pour leur seigneur chaque fois qu'il appelle aux armes. Après la Révolution française, un service militaire obligatoire est instauré et encadré par la loi. Avec la levée en masse, Napoléon pose les bases de la conscription moderne.
Les généraux prussiens développent le concept et créent l'école de la nation, destinée à inculquer le loyalisme envers l'État, l'obéissance et la discipline. Au XXe siècle, des millions d'appelés s'affrontent au cours des 2 guerres mondiales. Après 1945, la plupart des États, parmi lesquels d'anciennes colonies, établissent le service militaire obligatoire. C'est seulement à la fin de la guerre froide qu'il sera aboli dans un nombre croissant de pays. Depuis la guerre en Ukraine, la tendance s'inverse. Même l'Allemagne est sur le point de le rétablir. Ma seconde invitée voit l'introduction ou la réintroduction du service obligatoire d'un œil très sceptique. Si votre pays natal, l'Allemagne, ou votre pays d'adoption, le Royaume-Uni, était attaqué, vous vous porteriez volontaire pour prendre les armes? Oui. Vraiment? Andrea Elner est politologue et enseigne les relations civilo-militaires ainsi que l'éthique militaire au King's College de Londres. Sa théorie, face aux menaces qui planent sur notre sécurité, l'obligation au service militaire ne rendrait ni l'armée apte à faire la guerre, ni la société apte à se défendre. À l'heure actuelle, la conscription ne répond pas à nos exigences sécuritaires. Même en ne considérant que la menace russe, nos besoins en matière de sécurité sont plus vastes. Quant à la perspective d'une guerre conventionnelle, elle n'est pas pour demain. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est une menace hybride. Guerre hybride. Affaiblissement systématique d'un ennemi par des moyens non militaires, comme des cyberattaques, des campagnes de désinformation ou l'ingérence dans les élections. Pour répondre à une menace hybride, qui s'ajoute à d'autres menaces à la sécurité, comme les effets du réchauffement climatique, on a besoin d'une plus grande implication citoyenne, d'une implication militaire aussi, bien sûr. Mais ça peut passer par le recrutement volontaire. L'intérêt d'une approche plus globale, c'est qu'elle permet de renforcer les capacités civiles pour faire face à des problèmes qui se posent déjà. Oui. Elle serait alors disponible en cas d'urgence militaire. Par exemple, si l'armée n'est pas à même de remplir des sacs de sable parce qu'elle est dans les pays baltes, en train d'essayer de défendre le reste de l'OTAN. Et si on avait un service obligatoire plus large que le seul aspect militaire, mais qui inclurait différents types de services qui contribuent à la résilience de la société, comme des services d'urgence, de santé ou autres? Ça nous permettrait de bien mieux relever nos défis. Mais là aussi, je préconiserais le volontariat. On ne peut pas tout à coup dire aux gens « le gouvernement a besoin de faire ça, alors tout le monde doit participer ». On a passé des décennies à former des générations capables de réfléchir par elles-mêmes, de développer une pensée critique. Et c'est une très bonne chose, particulièrement face à cette menace hybride. Commencez par une approche basée sur le volontariat. Soyez ouverts et créatifs dans la manière dont vous amenez les gens à faire les choses. J'ai une grande confiance dans les jeunes. Si on devait introduire un service obligatoire, ça reviendrait en fin de compte à obliger les gens à servir sous les armes. La défense du pays deviendrait alors une sorte de devoir citoyen, comme payer ses impôts? Bien avant de payer ses impôts. C'est une immense atteinte aux droits fondamentaux. Nous vivons dans un État fondé sur les libertés, où on peut normalement choisir ce qu'on fait de son temps. On a le droit, si on peut se le permettre, de passer un an assis au soleil dans un parc à lire un livre. Ça fait partie de notre liberté. Quand on oblige une personne à faire son service alors qu'elle ne le souhaite pas forcément, il faut de l'autre côté de la balance un objectif d'intérêt public fondamental pour justifier cette atteinte majeure aux droits fondamentaux. Sinon, je pense que l'intégrité nationale ne pourrait pas être protégée. Si je pouvais la protéger autrement, je serais contre le service obligatoire. C'est d'ailleurs le point de vue des auteurs de notre Constitution. À l'article 12, il est dit qu'on peut convoquer les hommes au service militaire obligatoire pendant 1 an, sans quoi l'État ne parviendrait pas à être suffisamment apte à se défendre. L'Europe est aujourd'hui confrontée à 2 défis, 2 questions majeures.
Est-elle capable de résister sur le long terme à des attaques militaires ou hybrides, autrement dit à la désinformation et à la division? Est-elle capable de maintenir les infrastructures et les services essentiels, ainsi que la cohésion politique et sociale? Protection du territoire, organisation humanitaire, transport, associations, hôpitaux, écoles, tout cela contribue à la résilience, la capacité de se défendre. Ensuite, est-elle apte à la guerre, c'est-à-dire à mener une guerre sur les plans logistiques, économiques et industriels? La production de munitions, les systèmes de ravitaillement et une armée opérationnelle avec un renouvellement constant des effectifs rendent un pays apte à la guerre. Face au conflit en Ukraine, la question se pose à nouveau. Le service militaire obligatoire peut-il nous rendre plus résilients et plus aptes à la guerre? De combien de soldats ou soldates aurait-on besoin? On a certainement imaginé des scénarios. À combien de morts est-ce qu'on s'attend? Et en combien de temps? C'est très intéressant. On n'avait pas fait ce genre de calcul depuis des années. Depuis la guerre froide, on ne s'était pas vraiment demandé de quoi on aurait besoin, mais plutôt que peut-on faire. Les réservistes se sont penchés sur la question et nous avons conclu que la République fédérale d'Allemagne, qui est bien plus grande depuis la réunification et au cœur de l'Europe, aurait besoin de 300 à 350 000 soldates et soldats actifs. On est loin du compte. Et concernant la réserve, pour tenir sur la durée, il nous faudrait 3 fois plus d'effectifs. Si une guerre éclatait vraiment en Europe, probablement à partir du flanc oriental de l'OTAN, des soldats mourraient. On prévoit jusqu'à 1000 militaires tués ou gravement blessés par jour. Que feraient les conscrits dans ce scénario? Si on voulait les former aux opérations de combat pendant 6 à 12 mois, ils ne seraient pas capables de manœuvrer des systèmes d'armes très sophistiqués. Ce serait probablement trop court. Cela reviendrait à avoir des fantassins qu'on utiliserait comme de la chair à canon. Et ce n'est pas un message qu'on a vraiment envie de faire passer à sa propre population. Il faut bien admettre que la défense territoriale, la guerre conventionnelle, exige quelque chose de brutal aux oreilles de beaucoup de monde, à savoir des quantités massives de matériel, de munitions et, pire que tout, de soldats. Je suis tout à fait consciente que beaucoup de membres de l'OTAN planifient les choses en partant du principe que des vagues de soldats russes vont déferler, probablement sur un État balte, et qu'il faudra les affronter à armes égales. Je trouve cette approche discutable. Ça n'a jamais été celle de l'OTAN jusque-là. Pourquoi est-ce que tout à coup ça fonctionnerait? Comment l'OTAN a-t-elle dissuadé l'Union soviétique et le pacte de Varsovie? Pas en menaçant de les affronter à armes égales. On ne peut pas avoir les mêmes effectifs d'infanterie que la Russie. L'OTAN n'a jamais cherché à affronter la Russie sur le terrain où elle est la plus forte. On cherche toujours à vaincre l'ennemi en visant son point faible. Et traditionnellement, on a toujours tenté de dissuader la Russie en misant sur notre supériorité technologique. L'OTAN a toujours fait ça. Au début du conflit, l'Ukraine avait 200 000 soldats et soldates. Environ 90% d'entre eux sont morts ou trop grièvement blessés pour continuer à combattre. Une deuxième puis une troisième vague de combattants ont déjà été appelés. Il s'agit donc maintenant de réservistes. Ce sont des professeurs, ingénieurs, boulangers, menuisiers qui se battent dans les tranchées pour défendre le pays. Et ils doivent démontrer clairement, durablement, qu'ils sont en mesure de le faire. Ce n'est pas possible uniquement avec une armée de métier, sinon il en faudrait une si grande qu'on risquerait de basculer vers un régime militaire. Et je ne trouve pas ça souhaitable. Ce qu'il est, c'est une société civile résiliente. En revanche, lorsqu'il est question d'opérations extérieures, j'ai toujours été pour le volontariat. Celui qui part au Mali ou en Afghanistan doit le faire volontairement. Mais lorsqu'il s'agit de défense nationale, on n'est crédible qu'avec une société civile préparée à assurer sa défense. En Lettonie, à l'extrême nord-est de l'Union européenne, la question de l'aptitude à se défendre prend une toute autre dimension. La menace russe y est désormais palpable. Il est 5h30 du matin, la forêt s'éveille. Près de la ville d'Aluxne, à moins de 30 km de la frontière russe, un bataillon d'instruction de la garde nationale lettonne commence sa 5e journée d'exercice sur le terrain. Davids assure le dernier tour de garde. Je me suis levé à 4h40 du matin. Mon tour de garde s'arrête à 6h.
Le premier et le dernier tour de garde sont les meilleurs, parce qu'on peut dormir 6 heures d'affilée. Donc j'ai eu de la chance. David a grandi en Angleterre. À la fin de sa scolarité, il a décidé de se porter volontaire pour faire son service militaire dans son pays natal, la Lettonie. Malheureusement, on a des voisins particuliers. Alors je me suis dit que je devais pouvoir aider mon pays à se défendre. Et je préfère être prêt s'il se passe vraiment quelque chose. Les recrues ont quelques minutes pour se préparer et prendre leur petit déjeuner. Pavel, sous-lieutenant instructeur, prépare la leçon du matin. Aujourd'hui, il s'agit d'ériger des postes d'observation. Ils vont apprendre comment se rendre au poste d'observation avancé, comment l'aménager, comment procéder à la reconnaissance, puis disparaître. Bonjour. En Lettonie, le service militaire obligatoire a été introduit en 2024. Il était grand temps, selon Pavel. Ce qu'on a commencé à faire ici, ça fait longtemps qu'ils le font dans beaucoup d'autres pays. Et maintenant, ils ont une excellente capacité à se défendre. Le ministère letton de la Défense a opté pour un modèle hybride qui combine volontariat et service obligatoire. L'État mise d'abord sur le volontariat. Mais s'il n'y a pas assez de candidats, il se réserve le droit d'en désigner. Déchargez les armes pour inspection. Effectuez un tir de contrôle. Vérifiez le lance-roquettes. Davids n'est pas le seul letton expatrié à être rentré au pays pour rejoindre l'armée. Bruno a vécu en Allemagne jusqu'au bac qu'il a passé l'an dernier. En Allemagne, la plupart de mes amis m'ont dit « Quoi? Le service militaire? T'es fou !» Parce que c'est comme renoncer à un an de sa vie, ou dans le pire des cas, sa vie tout court. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Quand des libertés comme la liberté d'opinion sont en jeu, il faut être prêt à les défendre. Jusqu'à présent, le modèle hybride fonctionne. Les volontaires sont nombreux et le nouveau service militaire est bien accueilli par la population. Le commandant confie la mission d'observation au chef de groupe. Le ministère letton de la Défense ajuste constamment les effectifs nécessaires en cas de conflit réel. Et les calculs montrent qu'en matière de défense, le nombre ne fait pas tout. Imaginons qu'on ait 1 million de soldats en Lettonie. Où est-ce qu'on les mettrait? Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'1 million de soldats? Non. Peut-être que 50 000 suffirait à protéger la frontière et le pays. Tout est question de proportion. Ce n'est pas toujours la quantité qui compte. Quoi qu'il en soit, en cas d'attaque, comme celle de l'Ukraine par la Russie, les recrues volontaires ne suffiraient pas. Ça semble clair pour tout le monde. En temps de paix, je pense qu'on doit être libre de décider. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, si une guerre devait éclater, il faudrait des gens. Je vois pas d'autre solution, pour être honnête. Le volontariat tant que faire se peut, le service obligatoire en cas de crise. Est-ce le modèle adapté à notre époque, acceptable pour la société et pas trop onéreux? L'Institut allemand de recherche économique, IFO, a calculé que le rétablissement du service obligatoire en Allemagne tel qu'il était avant son abolition en 2011 réduirait le produit intérieur brut de 0,4%. C'est étonnamment peu. Alors, allons-y, non? Ça semble peu, en effet. Mais essayez donc d'augmenter un budget de 0,4% pour les écoles ou les hôpitaux. Par ailleurs, l'impact économique de la conscription n'affecterait pas toutes les classes socio-économiques de la même façon. Les plus défavorisés seraient bien plus durement touchés. Donc ça peut aggraver les inégalités. Absolument. Il y a toujours des exemptions au service militaire obligatoire. Certaines professions, certains services,
Certaines branches de l'activité économique doivent être exemptées. Et au bout du compte, les classes inférieures échappent rarement à la conscription, alors que les classes supérieures, mieux éduquées, mieux loties économiquement, ont toujours les moyens de s'y soustraire. C'est vrai que certains groupes sociaux ont plus tendance à s'engager. Dans une armée entièrement professionnelle, ce phénomène est encore plus marqué. Une armée de conscrits permettrait d'atténuer ce déséquilibre. Cela étant, je me réjouis que des classes sociales modestes intègrent la Bundeswehr. Elles aussi doivent pouvoir faire carrière. Ici, leur milieu n'est pas un frein, contrairement à beaucoup de professions. C'est très compliqué de devenir médecin-chef, par exemple. Vous savez, c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Alors que dans l'armée, peu importe l'origine sociale. On est tous en uniforme, personne ne sait ce qu'ont fait nos parents. En revanche, il va falloir se pencher sur la question des femmes pour définir un processus qui permettra d'assurer l'égalité dans le service militaire. Ça ne se fera pas en un jour, pas plus que ce n'a été le cas lors de l'instauration du service militaire obligatoire. Et qu'en est-il de l'équité entre les générations? Il y a des jeunes qui disent « On paie déjà pour les problèmes climatiques parce que les générations précédentes ont surexploité les ressources naturelles et maintenant, il faudrait en plus qu'on paie ce qu'on pourrait appeler la rançon de la paix. » Je connais cet argument, et dans bien des domaines, je peux le comprendre. Mais, et c'est naturel, chaque génération défend ses intérêts. Moi, j'ai fait mon service militaire, et d'ailleurs, je le fais toujours. Alors j'aimerais que les jeunes en fassent autant. La génération de leurs parents a fait ce qu'il fallait pour préserver la paix, même dans la période tendue de la guerre froide. Maintenant, c'est à leur tour d'assumer cette responsabilité. Leurs grands-parents ne peuvent plus le faire. La génération Z veut améliorer la société. Cette génération a très mauvaise réputation. Les jeunes seraient tous des petites natures égoïstes qui ne cherchent que le plaisir. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir vivre sur la planète telle qu'on leur laisse. Alors si la société leur dit « il est temps de renvoyer l'ascenseur », je comprendrais parfaitement qu'ils répondent « renvoyer quoi exactement ?» Oui, allez vous faire voir. Qu'est-ce que vous nous avez donné? C'est même étonnant qu'ils aient envie de s'engager pour la société, pour le bien commun, la politique. Et malgré tout, ils veulent contribuer à raviver les processus et les structures démocratiques. Ils sont préoccupés par l'éventualité d'une guerre en Europe, mais aussi par l'augmentation de la pauvreté. Et ce sont de bonnes raisons pour eux de s'engager volontairement. C'est pour ça que je milite pour un système de volontariat. Et si ensuite la situation l'exige, les personnes impliquées de près ou de loin dans la gestion des crises, quel que soit leur milieu, s'apercevront d'elles-mêmes qu'elles doivent s'impliquer activement pour contribuer à gérer la crise. Ça change l'état d'esprit. Mais jusqu'où va l'engagement volontaire en cas de crise? Jusqu'à être prêt à mourir pour protéger sa patrie ou à tuer? Je me suis longtemps posé la question, parce qu'en face de mon arme, il y a un être humain, une vie, une personne qui n'est pas forcément là de son plein gré, et peut-être très mal informée. Mais je suis là pour défendre mon pays. C'est comme si quelqu'un vous agressait dans la rue avec un couteau. Vous avez le choix. Soit vous ne faites rien, soit vous vous défendez. Là, c'est un peu différent parce que des gens essaient de prendre votre pays. C'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va réagir sur le moment. Je pourrais vous dire « Oh, moi je ferais ci ou ça ». Mais en vrai, on ne sait rien avant que ça nous arrive. J'ai envie de croire que je ferai ce que j'ai à faire, en pensant à ce que je défends, à ce pourquoi je me bats. La liberté d'opinion, la liberté de vivre comme on l'entend, c'est ça qu'il s'agit de défendre, et tout ce qui constitue notre démocratie. Il ne s'agit pas de défendre un territoire, mais ce qu'on y a construit, et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Critiquer ouvertement l'armée et le service militaire obligatoire? Essayez de faire ça en Russie.
L'armée d'un pays a toujours été un lieu d'intégration, et la Bundeswehr en est un parfait exemple. La formation qu'elle dispense n'a pas que des aspects militaires, mais aussi des aspects civiques. Elle enseigne les principes de la démocratie, le droit. En d'autres termes, elle amène à se demander pourquoi on sert son pays. Tout cela est étroitement lié aux valeurs. Dans beaucoup de pays, le service militaire est perçu à la fois comme un modèle d'intégration et comme un vecteur d'identification à l'État. L'argument selon lequel servir ensemble permettrait de forger une identité nationale et sociale ne tient pas vraiment. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les pays qui avaient instauré la conscription, cet effet a duré quelque temps, puis il s'est estompé et chacun est retourné dans son propre milieu. D'autre part, si c'est comme ça qu'on essaie de construire une identité nationale, alors on y intègre une dimension militaire qui n'est pas forcément souhaitable. Sécurité, cohésion interne, maintien du pouvoir. Le régime politique ainsi que la culture et le contexte géopolitique de chaque pays se reflètent dans les différents modèles de service militaire. Dans bien des régimes autocratiques, le service obligatoire est un instrument de contrôle brutal. En Érythrée, les hommes doivent servir jusqu'à 10 ans. En Corée du Nord, jusqu'à 12 ans, et la désertion est passible de la peine de mort. Israël, en état de crise permanent depuis sa création, applique un modèle de service militaire très rigide. Les hommes doivent servir 3 ans, les femmes 2. La Suisse, pays neutre, reste attachée à son système de milice pour la défense du pays. Tous les citoyens suisses de sexe masculin doivent effectuer une formation de base de 4 mois, puis suivre un entraînement régulier jusqu'à l'âge de 30 ans. En France, Emmanuel Macron avait annoncé en 2018 l'instauration d'un service militaire obligatoire qui permettrait à l'État de disposer d'un réservoir mobilisable en cas de crise. Mais le projet a été abandonné pour des raisons budgétaires. D'autres pays d'Europe rétabliront-ils à leur tour le service militaire obligatoire ? Dans l'éventualité d'une attaque, tout citoyen apte à combattre dans le pays attaqué a une obligation morale de se battre et, si nécessaire, de tuer. Non. Nul n'est obligé de tuer, mais d'éteindre un feu, par exemple, si. La conscription ne pourra jamais être totalement juste. Si, elle peut. Je pense que c'est possible. Ah bon? Oui. D'accord. Le volontariat mène inévitablement à un déséquilibre social dans l'armée. Non. Ok. Non, le volontariat serait préférable. L'ennui, c'est qu'il ne suffit pas. L'armée est un élément indispensable au bon fonctionnement d'une société, même en temps de paix. Oui. Oui. Je me porterai moi-même volontaire pour servir en cas d'attaque. Oui. Je crois que je serai appelé d'office. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Entre la question de la stratégie militaire, celle des coûts, du droit ou encore des enjeux éthiques, le débat sur la conscription est vaste et lourd de conséquences. Au vu de la situation sécuritaire, il nous faut devenir plus résilients et aptes à la guerre. Mes deux invités s'accordent sur ce point. Mais la manière d'y parvenir est controversée. Certains réclament une réintroduction de la conscription, mais réformée, de manière à inclure aussi des services de secours civils, comme les pompiers. D'autres plaident pour de nouvelles formes de préparation qui permettent de faire face à des menaces telles que la guerre hybride ou la propagande, de préférence sur la base du volontariat et en dehors des casernes. J'aime bien cette idée, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui réunir assez de volontaires dans un délai restreint. Le service militaire obligatoire est une atteinte majeure à la liberté et au droit à l'autodétermination, principalement pour les jeunes. Mais peut-être que nous traversons une période qui justifie malheureusement de telles mesures.